Bonjour, je vais commencer par remercier Asma qui a fait une très bonne introduction à ce que je vais vous raconter. Simplement, je vais faire un changement d'échelle. C'est-à-dire que son problème était vraiment un problème de big data, alors que le problème qu'on va traiter ici, qui est un problème concret, qui se traduit par des produits qui sont sur étagère, qui se vendent et qui s'installent et qui fonctionnent à base d'un mécanisme donc de machine learning. Mais vous verrez, l'échelle est beaucoup plus petite. Mais vous allez reconnaître un certain nombre de concepts qui simplement, je les ai présentés à ma façon, mais bien que le vocabulaire ait changé, vous allez reconnaître que c'est quand même quelque part la même chose. Alors le problème qui est ici, c'est la détection d'anomalités sonores pour la sûreté. Alors on va essayer déjà de poser un petit peu le problème. Alors, il y aura quelques mots sur l'intelligence artificielle, mais là, comme Asma a dit quand même beaucoup de choses, je vais aller très vite. Ce n'est pas la peine de répéter les choses. Ensuite, on verra quel est le problème concret qui s'est posé et pourquoi on a été amené à introduire du machine learning pour arriver à le résoudre. Ensuite, on verra les contraintes que l'on a rencontrées pour l'implémentation d'un tel détecteur. Et à la fin, on verra que dans cette approche, on a été obligé d'utiliser un peu de biomimétisme pour essayer de cadrer le problème de façon un peu plus précise. Puis après, on verra les résultats. Alors, il faut voir que c'est un petit détecteur qui, en gros, a la taille, pour les versions les plus petites, d'un détecteur de fumée qui s'installe dans un bâtiment. Et pour les autres, il est un peu plus gros, il a une antenne acoustique et il s'installe sur le domaine public. Donc, on a quand même des contraintes de réalisation qui sont quand même très sévères et qui vont conditionner l'approche qu'on va être obligé de traiter. Leur intelligence artificielle, sauter le début, c'est pas très intéressant, c'est apparu dans les années 60 dans l'industrie et c'est les automaticiens qui ont ouvert la bataille et en particulier les pétroliers pour la régulation des colonnes à distiller qui sont des engins énormes soumis aux variations atmosphériques, le vent, le soleil, la pluie, etc. Et les approches de l'automatique classique butaient sur le modèle. Alors ici, qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qui a justifié qu'on fasse de l'intelligence artificielle? Bon, ça c'est un petit clin d'œil, notre société s'appelle Sensivic et elle fait ce qu'on appelle des oreilles intelligentes. Le clin d'œil, c'est sans oreilles, les caméras sont aveugles, on va voir pourquoi. C'est un clin d'œil. C'est que les caméras ont un défaut, elles voient que ce qu'elles regardent. Et si elles ne regardent pas dans la bonne direction, on ne verra pas ce qui se passe et on ne verra pas les choses intéressantes. Donc un des problèmes rencontrés par les systèmes de vidéoprotection essentiellement urbains, pour commencer, c'est comment faire en sorte que les caméras regardent plus souvent dans la bonne direction que ce que le hasard implique. Donc comment attirer l'attention du système de vidéoprotection. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser la vision, puisque la caméra ne regarde pas par définition dans la bonne direction. Donc on est obligé d'introduire un autre sens, et regardez comment on est fait, on a des oreilles. Alors la grosse différence entre les yeux et les oreilles, c'est que les yeux ont des paupières et il y a un champ. Les oreilles n'ont pas de champ, elles écoutent partout et il n'y a pas de paupières. Ce qui veut dire que pour améliorer l'efficacité des caméras de vidéoprotection, pourquoi pas leur mettre des oreilles. Et c'était l'idée. Alors tout de suite, quand on dit on va mettre des oreilles aux caméras et on va mettre les oreilles en ville, en ville, il y a beaucoup de bruit, ça change tout le temps et c'est normal. Mais dans tout ce bruit de la vie, il y a des bruits qui nous inquiètent. Des bruits qu'on va considérer comme anormaux, qui vont faire qu'on va se retourner instinctivement et puis on va voir ce qui se passe. Et puis après, une fois qu'on a fait une levée de doute visuelle, on va décider de ce qu'on fait. On attaque, on fuit, on laisse courir. Alors, un point de détail qui va compliquer le problème, c'est qu'on est dans un environnement, en termes de matheux, on est non stationnaire et incertain. Alors, incertain, ça veut dire qu'on n'a même pas un modèle statistique. Et non stationnaire, ça veut dire que ça change tout le temps. Donc, on ne peut pas apprendre un modèle et après considérer qu'il ne changera plus pendant la durée de vie du capteur. Donc on va être condamné, on va être obligé de s'adapter en permanence. Alors pourquoi l'apprentissage? C'est parce que justement on n'a pas de modèle de l'espace sonore urbain. Alors comme on n'a pas de modèle de l'espace sonore urbain, on ne peut pas déduire de méthodes théoriques des lois de détection.
Alors ça pourrait être des lois de commande si on était automaticien, mais ici on est surtout des détecteurs, donc des lois de détection. Donc on ne peut pas chercher le contrôleur par rapport au process, il faut identifier d'abord les paramètres du process pour pouvoir en déduire les lois de détection. Alors le système, lorsqu'il ne connaît pas le modèle du processus et qu'il cherche les correcteurs, disons, ou les détecteurs, eh bien, il est dit à apprentissage lorsqu'il est capable de modifier sa structure en fonction de sa perception de l'environnement. Si en plus il tient compte du passé, on dit qu'il... Alors il est adaptatif lorsqu'il est statique, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'environnement qui est perçu, et il est à apprentissage lorsqu'il tient compte en plus du passé, c'est-à-dire de l'histoire. Alors on ne peut pas partir de rien, parce qu'on a quand même besoin de cadrer un petit peu le problème. Alors on a été chercher, disons, dans la bibliographie, un musicologue qui s'appelle Murray Schaeffer, pour la petite histoire, et qui a imaginé un modèle qualitatif du paysage sonore. Ce modèle qualitatif met en évidence 3 composants. Un premier composant, alors vous voyez, on fait un peu de biomimétisme parce que ça a été fait par un musicologue, donc il s'intéresse à la musique, donc au bruit entendu par les humains. Le fond sonore, c'est ce qu'on n'entend plus. Il est là, et à la limite, on s'en aperçoit qu'il était là quand il s'arrête. Mais tant qu'il est là, notre cerveau apprend à le gommer et ne s'en occupe plus. C'est l'effet cocktail où on arrive à suivre une conversation alors qu'il y a beaucoup de bruit autour. Ensuite, il y a une autre catégorie de sons, c'est ce qu'on appelle les marqueurs. Alors les marqueurs sonores, c'est la plupart du temps des artefacts. Bon, imaginez une cour d'école, les petits-enfants, ils font du bruit, ils crient, c'est pas grave. Tout de suite, on se rend compte que ça vaut pas le coup de s'en occuper, ça va rentrer dans le fond sonore, au moins pendant la durée de la récréation. Donc on voit que de temps en temps, il y a des événements sonores qui sont normaux. Donc on voit arriver que dans ce modèle, il y a 2 parties, et puis arrive la 3e partie, c'est l'anomalie. C'est-à-dire qu'il y a un changement brusque dans l'ambiance sonore et c'est ce changement brusque qui va nous inquiéter et qu'il va falloir signaler. Alors qu'est-ce que c'est qu'un son anormal? Alors la notion de normal, anormal, hein, ça fait depuis les Grecs, les philosophes essayent de discuter là-dessus, ça n'a jamais trop convergé, ce qui fait qu'on est arrivé plutôt à une définition par la contraposition, c'est-à-dire est anormal ce qui n'est pas normal. Et qu'est-ce qui est normal? Et tout le monde a à peu près convergé vers une définition de la normalité. La normalité, c'est ce qui ne nous choque pas, ce à quoi on est habitué. C'est ce que Montaigne disait, vérité en deçà, erreur au-delà des Pyrénées. Donc en fait, typiquement, la normalité, c'est ce qui est habituel et c'est cette habitude qui constitue qui matérialise notre appartenance à un groupe social ou à un groupe écologique, disons. Donc quand on s'est habitué et que quelque chose nous surprend, ben c'est parce qu'il n'est pas habituel. Et c'est ce qui va nous surprendre qu'on va essayer de signaler. Donc on voit arriver que petit à petit, on essaye de serrer le problème. En gros, c'est une approche d'ingénieur. Hein. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que le premier travail d'un ingénieur, c'était de simplifier le problème sans le dénaturer, parce que si on le complique, on ne le résoudra pas. Donc il faut essayer de le synthétiser le plus possible. Donc on va réduire la dimension du problème pour pouvoir le résoudre. Donc on va chercher l'effet de surprise. Alors après, il y a un problème qui s'est posé parce qu'on a des concurrents. C'est lorsque je me retourne pour voir ce qui se passe. Je me suis retourné parce que j'ai reconnu le bruit qui m'a fait se retourner, ou parce que je me suis retourné parce que je ne l'ai pas reconnu justement. Alors quand on regarde un peu les oreilles, il y a 2 parties. Il y a la partie qui nous intéresse, c'est la cochlée au fond, qui nous permet de reconnaître les sons, les notes de musique, les mots, etc. Mais en avant du tympan, il y a des petits poils autour des oreilles qui sont en fait prévus pour détecter ce qu'on appelle les ondes de choc. L'onde de choc est très perturbante pour le tympan. Si elle est très forte, elle va le détruire. Par exemple, le coup de feu peut détruire le tympan si on est trop près de l'arme à feu. Et à partir de là, pour se protéger, les petits poils vont détecter l'onde de choc et déclenchent instantanément ce qu'on appelle le réflexe stapédien, c'est-à-dire qu'il y a un muscle qui bande le tympan, de façon à le protéger.
Et c'est ça l'alerte. C'est ce réflexe stapédien. Ce qui veut dire qu'au moment où on a ce sentiment d'alerte, le son n'a même pas encore atteint la cochlée. Donc on ne le reconnaît pas. Donc l'alerte vient avant la compréhension. Alors ça se voit sur les électroencéphalogrammes. Le potentiel évoqué de l'alerte met à peu près 20 millisecondes pour apparaître. La compréhension met 300 millisecondes, entre 200 et 300 millisecondes. Donc quand on se retourne, c'est instinctif, on ne sait pas pourquoi. Mais on va vérifier. Donc on se retrouve avec une chaîne, le signal déclenche un effet de surprise qui déclenche un lever de doute. Et c'est ce lever de doute qui va nous orienter les caméras pour voir ce qui se passe et en déduire de ce qu'on doit faire. Donc on a 2 niveaux, en gros. L'oreille qui prévient le cerveau oriente la caméra, récupère l'image et décide de ce qu'on doit faire. Donc ces détecteurs n'ont pas vocation à être autonomes, ils ont vocation à assister les caméras de vidéoprotection et le système de vidéoprotection en général. Donc le but est d'extraire le signal sonore, qui est pour nous l'anomalie, du fond sonore et des marqueurs sonores. Alors on va retrouver plein de choses, parce qu'on a le problème de la détection d'anormalité, donc d'anomalie. Alors, les systèmes auto-adaptatifs et à auto-apprentissage, ça ne vaut pas le coup, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, ici, c'est clair que l'apprentissage va être permanent, parce qu'on n'a pas rien qui permet on n'a pas de label. Ce qu'on entend, ça change tout le temps. Et on ne peut pas faire passer un test au détecteur avant de le mettre en service. De toute façon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est fini, ce serait plus valable. Donc on va retrouver l'architecture générique d'un système de détection à apprentissage. Bon, ici, il est sonore. Donc on voit le détecteur, un adaptateur qui va changer les caractéristiques du détecteur pour modifier son aptitude à la détection, et un évaluateur pour savoir est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on va dans le mauvais sens. Alors pour la petite histoire, après, la détection d'anormalité, normalement, elle est envoyée aux équipes de sécurité qui, bien entendu, vont améliorer le climat de la ville et il y aura moins d'anormalité. Mais ça, c'est très long. Alors où se place l'apprentissage ? Il se place justement dans la configuration automatique du détecteur pour ne fournir que des détections intéressantes, c'est-à-dire ne détecter que des signaux. Donc d'un côté, il s'adapte automatiquement au contexte, il écoute en permanence. D'un côté, il gomme le fond sonore et de l'autre côté, il s'habitue au marqueur. Et ce à quoi il ne s'est pas habitué et qu'il n'a pas pu gommer, c'est une alarme. Alors on a quand même des contraintes d'implémentation. La carte électronique qui doit héberger tout ça, vous voyez, en gros, elle fait 58 mm par 58 mm. Et elle est embarquée dans un boîtier. Donc on n'a pas beaucoup de puissance de calcul par rapport à l'autre problème. Mais l'autre problème avait beaucoup plus de données à traiter aussi. Alors l'apprentissage doit être permanent parce qu'on n'a pas de jeu d'essai et on ne peut pas rejouer. C'est un peu le phénomène. On ne peut pas se baigner 2 fois de suite dans la même rivière. Donc là, on est sur un flot continu de son et on ne peut pas le rejouer. Au départ, il y a un pré-apprentissage qui permet, on va dire, d'amorcer le processus. Il ne faut pas qu'il dure plus de quelques minutes, à partir du moment où on l'a mis sous tension. Le système doit être autonome. Une fois qu'il est installé quelque part, il n'est plus question qu'on le touche. Et on n'a pas trop la possibilité de communiquer avec. Ça, c'est interdit par la vidéoprotection. C'est très très mal perçu par les systèmes. Enfin, en fait, on ne doit pas. Ou alors en prenant énormément de précautions. Donc on n'a pas la possibilité de trop interagir avec. Les capacités de stockage sont limitées. On prend un processeur de type Cortex M4, 32 bits, on a 1 mégaoctet de flash, quoi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas stocker beaucoup plus qu'un vecteur d'état. Bon, alors dès que j'ai prononcé le mot vecteur d'état, vous voyez, il y a l'automaticien qui ressort. On a un modèle d'état, on va avoir un observateur d'état, et en fait, on va faire une espèce de contrôle optimal. Ça ressemble beaucoup. C'est normal, c'est des problèmes qui se ressemblent et on aboutit à des solutions qui se ressemblent. Alors en plus des petites contraintes, il doit être connecté aux centrales d'alarme classiques. Bon, ça c'est des détails. Ça veut dire qu'on a juste comme information à transmettre, c'est un contact qui se ferme, on ne peut pas faire autre chose. Donc on ne peut pas envoyer de métadonnées en particulier, c'est juste un contact qui se fait.
Alors pour piloter l'auto-apprentissage, on a besoin d'évaluer les choses. C'est pour guider l'autostructuration du détecteur. Le détecteur doit être une sentinelle. Et une bonne sentinelle, elle doit être pertinente. C'est-à-dire qu'elle doit faire peu de faux positifs, c'est-à-dire pas trop d'alarmes injustifiées. Mais elle doit être vigilante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des faux négatifs, c'est-à-dire des alertes non signalées. Parce que pas de fausses alarmes, c'est facile, je signale jamais. J'ai gagné. Ouais, mais j'ai pas fonctionné. Alors dans la pratique, une alarme qui est détectée entraîne toujours une intervention, donc une dépense. Et une alarme non détectée entraîne un préjudice, donc un coût. Donc l'objectif, c'est de minimiser le coût de fonctionnement, qui est en gros la somme des préjudices plus des dépenses. Et c'est notre seul paramètre, c'est ce qu'on va appeler le degré de vigilance. Quand je suis très vigilant, je ne veux pas louper d'alarme. Quand je suis peu vigilant, je ne veux pas trop avoir des alarmes, enfin je suis prêt à louper des alarmes, parce que l'intervention coûte cher. Dans l'autre côté, c'est le préjudice qui est important. Donc selon que l'utilisateur veut diminuer le préjudice ou diminuer la dépense, eh bien, il va déplacer le curseur qui est le degré de vigilance. À ce moment-là, le système de détection, il a juste une flèche qui s'est rajoutée, c'est le degré de vigilance. La structure du détecteur. Un détecteur, on va retrouver la même chose, c'est que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un espace des états et des frontières de décision. Alors ces frontières de décision, en général, presque toujours, on ne sait pas les définir de façon analytique, donc on va les approcher. On peut les approcher par des hyperplans, des portions d'hyperplans, donc on retrouve les neurones, les réseaux de neurones, des formes polynomiales, des polynomiales par morceaux, ou ce qu'on appelle des fonctions caractéristiques que l'on peut déduire d'une connaissance partielle du processus. C'est cette approche qu'on a pu utiliser grâce au modèle de Mureș-Schaeffer. Et l'apprentissage correspond simplement à déterminer les paramètres de ces approximations. Maintenant, pour tenir compte du passé, il faut une mémoire d'apprentissage. Alors, il faut voir que l'apprentissage, au moins chez les humains, maintenant la sécurité, la sûreté intéresse surtout les humains, c'est deux processus en compétition. Un processus d'acquisition, on va dire, d'informations et un processus d'oubli. Je mémorise tout ce qui m'est utile et je l'oublie quand ça ne sert plus. Et c'est la compétition entre ces deux mécanismes qui va qui va créer la vigilance. Si j'oublie jamais, je ne suis plus vigilant. Tout est connu. Pas de problème. Et c'est là où les problèmes peuvent arriver. Donc pour redonner de la vigilance au dispositif, ces systèmes d'apprentissage ont besoin d'oublier. Alors sur les aspects pratiques, tous les outils auxquels on a pensé, qu'on a utilisés, qu'on a essayé, qu'on a abandonné après, sont des outils qui sont très connus. L'analyse en composantes principales en fait partie. Il y a d'autres méthodes d'analyse de données, il y a d'autres méthodes d'approximation, disons, d'une fonction dans un espace à n dimensions par des composantes. Tout ça, c'est assez bien connu dans l'ensemble. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est comment poser le problème, c'est-à-dire quel était vraiment le problème à résoudre et comment lui donner un cadre qui permette de lui donner une solution, on va dire, d'ingénierie. L'implémentation en environnement contraint a été critique. On n'a pas beaucoup de place et on n'a pas une puissance de calcul énorme. Ce genre de méthode marche plutôt bien quand le problème est bien cadré. Alors on ne parle pas, disons, de l'autre intelligence artificielle, celle que j'ai appelée l'IA forte, celle des philosophes qui essayent de savoir est-ce que la machine va être intelligente, émotive, etc. Alors de ça, on a tiré toute une gamme deux gammes de détecteurs. Un premier détecteur qui est couplé à une antenne acoustique, donc qui permet de localiser la source de l'anormalité sonore. C'est celui qui est plutôt destiné à l'espace urbain, donc qui, par vocation, est conçu pour orienter les caméras. Et d'autres détecteurs qui ont été, par le biais des degrés de vigilance, et du choix de l'espace d'état, qui ont été adoptés à un certain nombre de cas d'usage. On en a fait un qui est pour les chocs sonores. Typiquement, c'est les effractions, quand les gens ils tapent sur une vitre, ils tapent sur une porte. Il faut détecter la tentative d'effraction. Les coups de feu,
Ça, c'est un sujet qui est devenu très chaud ces temps-ci. Donc la détection des coups de feu, essentiellement dans les espaces qui accueillent du public. Le MUTI, c'est les incivilités sonores et les cris de panique, parce que quand il y a coup de feu, il y a panique. Quand il y a panique, il peut y avoir plus de dégâts à cause de la panique qu'à cause des coups de feu. Et le dernier, le LASCO, qui est essentiellement pour les outils rotatifs. Là encore, c'est les détections d'effractions avant qu'elles aient eu lieu. Et voilà.